peut bien sûr construire du sens. Mais il y a une deuxième manière, donc ça c'est le sens construit. Il y a une deuxième manière de percevoir le sens du sens qui, à ma connaissance, a été développée la première fois par Sri Aurobindo, donc dans la shrine de Pondichéry, dans les années 30. Aurobindo faisait remarquer la chose suivante. Dans l'histoire de l'univers, il y a eu 3 émergences. Une émergence, c'est quoi? C'est l'apparition de quelque chose de totalement nouveau qu'on n'attendait pas. Si par exemple, mais c'est une image, si par exemple je prends un gaz qui est de l'hydrogène, je prends un autre gaz qui est de l'oxygène, j'ai un machin qu'on appelle 2H+, mais je vais quand même décider à le mettre ici, c'est vraiment. Donc 2H+, plus O moins égale H2O. Donc en gros, j'ai 2 gaz qui me donnent de l'eau. Donc imaginez que vous n'avez jamais fait de l'expérience, on ne peut pas imaginer qu'à partir de 2 gaz, j'ai quelque chose qui s'appelle un liquide. Donc l'émergence, c'est ça, c'est des ruptures de schéma qui fait qu'à partir d'un monde connu, on arrive vers quelque chose de complètement nouveau qui nous ébahit, qui nous étonne, qui nous surprend, qu'on ne pouvait pas conceptualiser. On parle de changement de paradigme en science. Donc si on regarde l'histoire de l'univers, on a eu 3 grandes émergences à partir du Big Bang. Donc qui est pure lumière, le Big Bang, naissance de l'espace et du temps, apparition des photons. Et à partir de cette pure lumière est apparu un truc qu'on a appelé la matière. La lumière s'est condensée sous l'effet de la gravitation et on a apparition de la matière. Donc, première émergence, la matière. Et puis, beaucoup plus tard, une deuxième émergence qui est sur une petite planète bleue qu'on appelle la Terre, émergence du vivant. On connaît encore aujourd'hui très mal les mécanismes, comment on est passé de l'inerte à l'organique. Mais en tout cas, il y a eu ce grand miracle qui fait qu'on est passé d'un monde inorganique à un monde organique. Le monde organique, le monde vivant était évidemment totalement improbable par rapport au monde mécanique. Et puis, encore 4,5 milliards d'années plus tard à peu près, avec l'apparition de l'homme, apparition de la conscience de la conscience. 3e grande émergence. Qui dit conscience dit sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'origine de l'univers, en germe dans le Big Bang, dans la création du monde, était contenu bien sûr le programme de la matière, était contenu le programme de la vie et était contenu le programme de la conscience. Ce qui veut dire au fond, alors qui dit conscience du sens, ce qui veut dire ici que le sens préexiste et est le fruit de l'évolution de l'univers et non pas le fruit de l'évolution du cerveau humain. Alors, ça fait un renversement de perspective, ce qui veut dire que l'être humain n'est plus dans une production de sens, comme le décrivent les neurologistes, mais il est dans une logique de révélation du sens, qui préexiste et qui entoure la planète. Si vous êtes habitué à méditer, vous vous en rendez compte. C'est-à-dire, quand on est dans l'ouverture, dans l'état d'oubli, dans l'état de non-savoir, c'est à ce moment-là que le sens se révèle. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir des intuitions et des idées justes qui fait qu'on dit la chose juste, dont l'univers a besoin au moment précis où on le dit. L'univers au sens large ou au sens étroit, c'est-à-dire la personne qui est à côté de vous, peu importe. Donc je vous invite à méditer sur cette idée que le sens se révèle et qu'au fond, l'interprétation du thème astrologique, il exprime sous forme symbolique la nature de ce sens qui est en permanence autour de la planète, autour de nous, et qui tente de nous habiter, qui tente de s'incarner à travers nous pour devenir visible. Donc, dans cette logique, la fonction de l'être humain n'est plus d'être intelligent pour produire des théories, mais d'être une matrice vivante qui permette de révéler la présence du sens
et de la mettre en œuvre dans sa vie à travers des projets, à travers des relations, à travers, j'ai envie de dire, une attitude qui donne un surcroît de sens à son existence et à l'existence des personnes qui nous entourent. Donc vous voyez que la philosophie est évidemment complètement différente. Donc, on a vu la thèse de la production du sens, la thèse de l'émergence du sens, qui encore une fois a été développée par Aurobindo. Il existe une troisième thèse possible qui est, alors elle qui a été plutôt développée par Hegel sur le plan philosophique, qui est la transcendance du sens. La transcendance du sens. Alors c'est quoi ce truc ? Hegel parlait de la ruse de la raison. Autrement dit, il disait la raison avec un R majuscule. Alors, il était assez paradoxal parce qu'il écrivait toujours raison avec un R majuscule, comme une entité. En réalité, pour Hegel, Dieu géométrise, hein, c'est-à-dire les lois de l'univers sont l'épiphanie de la présence divine, sont la manifestation visible de la présence divine. Donc, la transcendance du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire en-delà de notre réalité quotidienne, il existe un monde d'information pure, et que ce monde d'information pure, de temps en temps, descend dans la réalité quotidienne et nous transforme. Alors là, on a les phénomènes d'éveil, par exemple, sur le plan humain, et on a ce que vous connaissez tous, les phénomènes de synchronicité. La synchronicité, c'est simplement, je rappelle juste ce qu'est la synchronicité du point de vue jungien. Jung disait la synchronicité, c'est la rencontre de deux chaînes causales indépendantes, mais qui se retrouvent sur le sens. Je prends un exemple que Jung donnait lui-même. D'ailleurs, à un moment, il se promenait sur un chemin en pleine campagne et il pensait, mais qu'est-ce que c'est que l'ère des poissons? Qu'est-ce qu'on peut bien raconter sur l'ère des poissons? Et puis, en marchant, il trouve juste devant lui un poisson qui était arrivé, je ne sais pas où, tombé d'une charrette sans doute. Et donc, évidemment, il n'y a pas de rapport causal entre la pensée philosophique, l'interrogation philosophique de Jung, le fait qu'il aille se promener dans ce chemin-là, et le fait qu'un chariot, juste avant lui, a perdu ce poisson sur la route. Donc il n'y a pas de causalité dans les deux phénomènes. Sur quoi ils se rencontrent? Sur le sens. C'est-à-dire Jung pensait au poisson et il voit le poisson devant lui. Donc vous voyez bien que les phénomènes de synchronicité ne peuvent pas être expliqués par la causalité, c'est-à-dire par la logique scientifique, par définition, puisqu'ils ne sont pas liés ils portent sur la signification. Or, le monde de la signification ne peut pas être expliqué par la logique, par la division scientifique. Si, par exemple, je vous dis aujourd'hui il fait beau dehors, si vous analysez la phrase, aujourd'hui, beau, dehors, il, on fait de la grammaire, on ne fait pas de la compréhension. Donc on fait simplement de l'analyse du système. Pour comprendre la phrase « aujourd'hui il fait beau dehors », il faut la prendre dans sa globalité. Et tout à coup, il y a une espèce d'intuition qui arrive. Ah oui, il fait beau, je sais ce que ça veut dire, il fait beau. Donc vous voyez que le sens ne peut pas se séquencer, ne peut pas s'analyser. Or, toute la démarche scientifique est fondée sur l'analyse. Donc la science n'est pas équipée pour explorer le monde du sens. Cerveau gauche, hein, alors que le cerveau droit a une perception globale du système. Donc on ne peut pas appliquer les lois de la science, notamment la causalité, à l'exploration du monde du sens et a fortiori, bien sûr, à l'astrologie. Donc pourquoi je vous raconte ça? Oui, alors pour la transcendance du sens. Donc on peut expliquer le sens comme étant quelque chose qui se révèle. Donc première hypothèse, on construit du sens. Deuxième hypothèse, on coopère avec l'univers pour révéler le sens qu'il habite. Et troisième hypothèse, on est animé, on est investi d'une mission, entre guillemets, autrement dit, d'une puissance de sens qui nous traverse. Les conséquences philosophiques de ces trois lectures sont totalement différentes. Dans le premier cas, je veux dire, je suis dans la toute-puissance, je peux construire le monde, puisque je donne du sens. Tout discours que je peux avoir deviendra réalité.
Donc l'homme s'identifie à Dieu et devient dans la toute-puissance. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'éthique, puisque ce sera celui qui est le plus fort, celui qui sera le meilleur orateur, celui qui aura le plus d'argent, celui qui aura le plus de notoriété, que sais-je encore, qui va imposer ses valeurs. En toute légitimité, puisqu'il n'y a rien qui peut le limiter, évidemment. Par contre, si le sens se révèle, on ne peut plus être dans la toute-puissance. On ne peut être que dans l'ouverture, la sensibilité au monde, et donc on rentre dans un rapport au monde qui est de sujet à sujet, non plus de sujet à objet, comme précédemment. Et là encore, ça change tout. Si on considère que les animaux, les plantes sont des sujets et non pas du matériel de laboratoire, on peut peut-être être amené à changer son régime alimentaire. Donc, ce rapport au monde de sujet à sujet parce qu'évidemment, si chaque plante, si chaque animal est lui aussi porteur de sens, c'est-à-dire porteur d'une qualité subjective et profonde, on va avoir un rapport de dialogue avec lui et non pas un rapport de domination. Et puis, si on est dans la transcendance du sens, à ce moment-là, ce qui va être important, c'est l'ouverture totale de soi au monde de la transcendance, au monde de Dieu, au monde vous le nommez comme vous voulez, pour s'accorder avec la volonté du ciel. Si je reviens à l'astrologie, avec ce point de départ que... alors, je vous ai montré les trois, je les ai mis volontairement en triangle pour signifier le fait qu'elles ne sont pas opposées, mais qu'elles sont complémentaires, ces trois lectures. Dans le cas astrologique, bien sûr qu'il y a une influence du Soleil et de la Lune sur l'être vivant, sur le vivant, sur la personne. Vous savez que si on vit au Soleil, on n'a pas les mêmes, comment dirais-je, les gens du Nord et les gens du Sud ne sont pas dans le même type d'expression. Donc la géographie, le Soleil physique va bien sûr influencer notre caractère, notre tempérament et notre manière d'être. On sait aussi, par exemple, que la Lune a une influence sur la maturation du vin, sur les marées, bref, il y a des influences physiques qui jouent, bien sûr. Il y a une étude aussi statistique qui est parue il y a quelques années d'universitaires travaillant à Tours qui ont montré que sur 6 millions de naissances, ils ont fait une étude statistique, et ils ont montré qu'il y avait plus de naissances au dernier quartier de la Lune et moins de naissances au premier quartier de la Lune, d'un point de vue statistique. Donc on a effectivement un effet de la Lune sur les naissances. Donc, même si on ne sait pas aujourd'hui comment ça marche, on sait aussi que la Lune a des effets sur la croissance des plantes. Je vous renvoie à tout le travail en biodynamique, par exemple, où l'ensemble du système solaire, du reste, a un effet biologique. Mais cette thèse influentielle est loin d'expliquer toute l'astrologie. Pour une raison très simple, c'est que pour qu'il y ait influence, il faut émission d'énergie. Donc on peut dire le Soleil émet de l'énergie, la Lune réfléchit la lumière solaire, donc elle émet de l'énergie, les planètes réfléchissent la lumière du Soleil, donc elles émettent de l'énergie. Mais que penser des signes du zodiaque? Le signe du zodiaque, c'est simplement un référentiel géométrique de la Terre autour du Soleil. Que penser d'autres points astrologiques qu'on appelle les nœuds de la Lune ou la Lune noire, qui sont des lieux purement géométriques? La Lune noire, par exemple, vous savez que la Lune, fait une ellipse autour de la Terre. Le premier foyer de l'ellipse, c'est la Terre, et le deuxième foyer, c'est un point virtuel, un point géométrique de l'espace qu'on appelle la Lune noire. Donc, un point géométrique, un point vide de l'espace ne peut pas émettre d'énergie. Donc, la thèse influentielle est évidemment insuffisante pour expliquer l'astrologie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'influence astrale. On ne peut pas parler d'influence astrale. Simplement parce que, en toute rigueur et du point de vue scientifique, on ne peut pas expliquer l'astrologie par une logique scientifique, causale, influentielle, où il y aurait des rayons cosmiques qui interagiraient sur les gènes, et les gènes produiraient de la psychologie et les événements qui nous arrivent dans notre vie. C'est une vision complètement hallucinante d'une projection scientifique
qu'on devrait pouvoir expliquer dans 2000 ans, j'en sais rien. Mais c'est de la pure utopie scientifique de dire ça. Il faudrait aussi que ces fameuses influences, elles traversent la masse terrestre, puisque lorsqu'une planète est sous la Terre, elle marche aussi bien que lorsqu'elle est au milieu du ciel au moment de notre naissance. Donc on ne peut pas comprendre l'astrologie si on se réfère uniquement à la thèse influentielle. Les influences astrales ne marchent pas, ne peuvent pas fonctionner. La deuxième thèse, c'est de dire la thèse des mémoires. Alors, je voudrais vous citer deux expériences. Vous connaissez les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake. Il a beaucoup travaillé sur le phénomène de mémoire ce que Jung appelait au fond l'inconscient collectif. Mais il l'a mis en évidence à travers des expériences très précises. Je voudrais juste vous en citer une. Il a par exemple demandé à des cruciverbistes, des gens qui adorent les mots croisés, il a fait deux groupes. Il a fait un premier groupe de cruciverbistes et à la sortie du New York Times, il leur a dit voilà, vous allez résoudre la grille de mots croisés. Puis il a fait un deuxième groupe et il leur a demandé la même chose, mais 3 semaines après la publication du journal. Résultat des courses, le premier groupe a trouvé, mais avec difficulté, parce que c'était des mots croisés difficiles, et le deuxième groupe a trouvé beaucoup plus facilement la réponse. Alors pourquoi, à votre avis? Alors, la thèse de Sheldrake, c'est de dire, le premier groupe et tous les gens qui ont lu le journal et qui ont fait les mots croisés ont créé un champ morphogénétique, un champ de forme qui, autrement dit, tout acte que l'on pose, toute pensée que l'on a, laisse une trace, une mémoire dans l'inconscient collectif. Et donc, du fait de cette mémoire que le premier groupe a travaillé, et tous les lecteurs avec eux du New York Times, le deuxième groupe s'est mis en résonance avec cette mémoire-là et a plus facilement trouvé les solutions, les réponses. En d'autres termes, chaque acte que l'on pose, chaque pensée que l'on a, chaque émotion qui nous traverse, laisse une trace dans le lieu où l'on vit et va être la source d'une répétition pour les gens qui vont être près de nous et pour nous-mêmes, évidemment, dans le futur. Il y a une autre expérience intéressante pour illustrer ça. Il a pris 3 groupes d'anglais qui ne parlent pas japonais. C'est facile à trouver. Et il leur a dit la chose suivante, vous allez mémoriser une chanson japonaise, en japonais. Ce qu'il ne leur a pas dit, c'est qu'il donnait au premier groupe et donc il mesurait le temps qu'il leur fallait pour mémoriser la chanson. Et ceci dit, au premier groupe, il a donné une chanson japonaise traditionnelle, au deuxième groupe, une chanson japonaise moderne, et au troisième groupe, quelque chose qui ressemblait à du japonais, mais qui ne voulait rien dire. Résultat des courses. Le premier groupe a mémorisé facilement, le deuxième moyennement, et le troisième pas du tout. Alors pourquoi, à votre avis? Je vous rappelle que les Anglais ne parlaient pas japonais. Simplement parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier groupe, chanson traditionnelle, qui a été répété depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, a provoqué dans le champ de mémoire, dans le champ de forme collectif dans lequel on baigne en permanence, une créote, c'est-à-dire un trou profond. Et donc, les Anglais qui devaient l'apprendre sont tombés dans le trou et ont utilisé ces mémoires collectives pour apprendre plus facilement la chanson. Le deuxième groupe, le champ morphogénétique, était relativement faible, puisque c'est une chanson moderne. Et le troisième groupe, le chant n'existait pas, puisque même les mots n'existaient pas. Donc vous voyez à quel point on est habité par les champs de mémoire. Donc si je reprends cette thèse de Sheldrake par rapport au domaine astrologique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est ici dans la révélation du sens, puisque vous voyez que le sens nous entoure. Ce qu'ont fait les anciens, les actes qu'ils ont posés, sont toujours présents, quelque part, dans l'invisible, autour de nous, sont des champs de mémoire, des champs de forme, on les appelle comme on veut, l'inconscient collectif, qui nous entourent en permanence et surtout auxquels on peut entrer en contact et qui peuvent soit nous encombrer, si c'est des guerres, des violences, des mauvais souvenirs transgénérationnels,
ou si c'est au contraire des choses qui sont de l'ordre de la lumière, qui peuvent nous aider. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'astrologie? Lorsque l'enfant est né, lorsque l'enfant arrive au monde, il est complètement ouvert, c'est-à-dire ses chakras sont ouverts, sa sensibilité est ouverte, et donc il va capter au moment de sa naissance toute cette atmosphère psychique qui l'entoure, et qui va être, comment vous dirais-je, régulée par la position des planètes au moment de sa naissance. Donc du coup, il va récupérer des champs de mémoire. Ces champs de mémoire sont organisés par la géométrie du ciel au moment de sa naissance, parce que vous voyez bien qu'une géométrie, si c'est ça ou si c'est ça, ça va, comment dirais-je, accueillir des forces signifiantes, et si c'est ça, ça va repousser des forces signifiantes. C'est des images, mais c'est pour faire comprendre la chose. Donc la géométrie du ciel au moment de la naissance, c'est pour ça que j'insistais sur l'aspect géométrie tout à l'heure, qui est porteur de sens. La géométrie va dire, voilà, tel type de sens est privilégié, et tel type, il est repoussé, il n'est pas accessible. Donc la géométrie du ciel au moment de la naissance va être une sorte de filtre qui va dire, voilà, dans le champ des mémoires collectives, qu'il y a telle ou telle mémoire qui sont capables d'être accueillies, et telle ou telle mémoire qui ne sont pas capables d'être accueillies. Donc du coup, l'enfant, au moment de sa naissance, va recevoir d'une manière spécifique un héritage traditionnel, c'est-à-dire lié à l'histoire de l'humanité, et qu'il va devoir ensuite, à partir duquel il va se construire une personnalité et produire une œuvre, c'est-à-dire le manifester dans sa vie quotidienne. Donc c'est une deuxième façon d'expliquer l'astrologie, qui porte ici, non pas sur une thèse des influences astrales, mais sur une capacité de condenser des mémoires collectives au moment de la naissance, et la nature de ces mémoires collectives est donnée par la géométrie du ciel lors de la naissance de l'enfant. Donc cette thèse me paraît plus logique, enfin plus acceptable du moins, parce qu'elle permet à ce moment-là d'expliquer l'influence, entre guillemets, des signes du zodiaque, etc., puisqu'on est dans une pure géométrie du ciel. Parce que le signe du zodiaque, c'est la relation Terre-Soleil, donc c'est un lien géométrique. Et puis, si on applique l'astrologie à ce troisième sens du sens, la transcendance du sens, je voudrais faire appel aux travaux que vous connaissez sans doute, sur la théorie de la relativité superlumineuse de Régis Dutheil. Sa thèse est la suivante. Là, c'est un travail scientifique, mais qui permet bien on va dire, de donner une densité un peu mathématique et rigoureuse à cette transcendance du sens. Régis Dutheil, qui travaillait, il est décédé malheureusement, mais il travaillait à l'Institut de Louis de Broglie. Et Louis de Broglie, dans les années 50, a postulé l'existence de particules qui vont plus vite que la lumière, qu'on a appelé les tachyons. Les tachyons. Et donc il a développé une théorie, un modèle mathématique qui permet de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors en gros, l'idée est la suivante, c'est de dire nous vivons en même temps dans trois univers. Il y a l'univers sous-lumineux, c'est-à-dire de toutes les particules qui vont moins vite que la lumière. C'est le monde quotidien. Voilà, les ondes électromagnétiques, les mouvements des corps, etc., la rivière qui coule, quelqu'un qui se déplace dans la rue, tout ça, ça va moins vite que la lumière. Donc c'est notre monde ordinaire. Il y a les particules qui vont à la vitesse de la lumière, alors il y a évidemment les photons, et puis les neutrinos. Donc c'est deux types de particules qui vont à une vitesse de 300 km par seconde. Et puis il existe les tachyons qui, eux, vont plus vite que la lumière. Il existerait des tachyons qui vont plus vite que la lumière. Et le modèle mathématique montre la chose suivante. Pour un observateur qui vivrait dans le monde tachyonique, donc qui vivrait dans un monde où la vitesse est supérieure toujours à 300 000 km à la seconde, on a une entropie, alors je vais le formuler en termes simples, on a une information croissante et infinie, alors que dans notre monde à nous, on sait que l'information, elle se perd. Si vous laissez une maison à l'abandon sans l'entretenir, elle devient poussière. Si vous mettez un sucre dans du café, il se dissout.
Donc l'ordre, l'organisation, l'information, c'est la même chose. Dans notre monde, a tendance à aller à volo, si je puis dire, à se dissoudre, à disparaître en permanence. Alors que dans le monde supralumineux, l'information est croissante. On est dans une négantropie, c'est-à-dire on a une espèce de sens qui s'accumule, la signification qui s'accumule en permanence. L'autre caractéristique, c'est qu'un observateur qui serait dans ce monde-là verrait dans un même regard le passé, le présent et l'avenir. Donc on a les trois dimensions de temps se réunissent et par contre il n'y a pas d'espace. Enfin l'espace est réduit au point. Donc ce monde tachyonique, c'est un monde d'information pure où passé, présent et futur coexistent. Donc on a toute l'information de l'univers en réalité jusqu'à sa fin, depuis ce commencement jusqu'à sa fin. Et donc, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, de temps en temps, il y a des chocs entre les deux mondes, entre le monde supralumineux et le monde sous-lumineux. Ce qui permet d'expliquer, à ce moment-là, et c'est Régis Dutel qui le dit lui-même, ce qui permet d'expliquer que les phénomènes d'éveil, par exemple. L'éveil, c'est quelqu'un qui sort de la conscience ordinaire pour rentrer dans une pure information qui va être capable de le transformer profondément. Et Régis Dutel disait la chose suivante: l'astrologie est un système de synchronicité permanente, c'est-à-dire permet de mettre en lumière comment le monde supralumineux interagit en permanence avec le monde sous-lumineux que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'astrologie, ce serait à ce moment-là un système symbolique qui permet de comprendre comment le monde du sens interagit avec le monde ordinaire. Le monde de l'information pure, le monde supralumineux, cherche à pénétrer le monde de nos vies ordinaires. Donc évidemment, on se nourrit aussi de sens. Se connecter à ce sens-là, c'est permettre la réunification du visible et de l'invisible en permanence. Et l'outil astrologique étant, nous donnant le rythme de cette réunification entre les deux mondes. Donc vous voyez que on peut concevoir. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la vision du monde qu'on va avoir est complètement différente. Si on reste dans un monde mécanique, scientifique, création du sens, on va pouvoir facilement critiquer l'astrologie en disant c'est pas possible que les planètes nous influencent. Il y a même eu une théorie gravitationnelle de l'astrologie en disant les micro-fluctuations gravitationnelles provoquées par les planètes modifient légèrement l'équilibre neurologique et donc nous permettent de voir les choses différemment et ont une influence sur l'être humain. Mais au fond, l'immeuble qui est juste à côté a une influence gravitationnelle beaucoup plus importante que Pluton, qui est la planète la plus éloignée du système solaire. Or, je crois beaucoup plus à l'effet astrologique de Pluton qu'à l'effet astrologique de l'immeuble qui est juste à côté. Donc, tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Simplement parce qu'on est obnubilé par la causalité. On pense que la causalité, la loi de cause à effet, explique tout. Sauf qu'elle n'explique pas le monde du sens. Et que l'astrologie parle du monde du sens. Donc il nous faut bien arriver à cette deuxième perspective du réel que je vous invite à explorer, qui est le sens est partout, autour de nous, en nous, il nous traverse en permanence. On a au fond de soi un noyau de sens vibrant, de force vivante, et nous entrons en résonance avec ce sens qui est autour de nous, et suivant les moments, on entre plus en résonance avec certaines choses qu'avec d'autres, ce qui s'appelle des désirs, des envies, des réussites, des échecs, si on est contre le flux qui nous entoure en permanence. Mais ça suppose de la disponibilité, ça suppose de la sensibilité. Ça suppose de la sensibilité. Je reviendrai sur ce mot-clé dans la lecture astrologique. Et puis, on peut aussi s'ouvrir à la transcendance du sens, c'est-à-dire à ce moment-là, être dans un travail complètement transpersonnel, s'ouvrir à quelque chose qui nous traverse. Alors ça, c'est surtout les créateurs qui sont dans cette logique-là, c'est-à-dire les grands peintres, les grands inventeurs, les grands poètes, etc.,
qui perçoivent directement le monde supralumineux, une nouvelle information qui est en train de descendre dans le monde et qui, à travers leur œuvre, réussissent à la mettre en lumière. Encore une fois, les trois ne sont pas contradictoires. Bon, nous, l'idée, c'est qu'on se situe plutôt dans l'émergence du sens. Qu'est-ce qui va permettre l'émergence du sens? C'est notre sensibilité. Pourquoi? Au fond, on peut dresser un thème astrologique pour le vermisseau, qui est né à la même heure et au même endroit que vous, au moment de votre naissance. Il aura le même thème astrologique que vous. Ou le poteau télégraphique qui a été monté à côté de la maternité aura aussi le même thème astrologique que vous. Donc évidemment, le vermisseau et le poteau télégraphique ne vont pas avoir le même schéma de vie que l'enfant qui est né à ce moment-là. Pourtant, ils ont le même thème astrologique. Alors je caricature un peu pour bien faire comprendre, mais qu'est-ce qui fait la différence entre le vermisseau vous-même et le poteau télégraphique? C'est la sensibilité au monde, c'est-à-dire c'est la qualité de l'organisme biologique. Donc ce qui va nous permettre d'accomplir notre thème natal, c'est la qualité de notre organisme biologique, c'est-à-dire l'état d'ouverture de l'être, c'est-à-dire son état de santé, sa circulation des énergies, la conscience que nous avons du corps, etc. Et donc, si on se réfère simplement à l'être humain, on peut, Rudyard, qui a beaucoup travaillé là-dessus, Dan Rudyard, qui était un Français, mais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui a développé l'astrologie humaniste, il disait, au fond, chez l'individu, il y a 3 niveaux de sensibilité, ce qu'on appelait des niveaux de conscience, mais c'est plus des niveaux de sensibilité. Il disait, au niveau socioculturel, on est sensible, ouvert au monde qui nous entoure. Et donc à toutes les influences qu'on peut recevoir. Simplement, comme on n'en est pas conscient, on ne va pas aller contre. On va les accueillir comme étant des conditionnements, sans réaliser que c'est des conditionnements. Il y a plein de choses qui nous conditionnent et dont on ne réalise pas que c'est des conditionnements. Notre éducation, je veux dire que si on est quelqu'un, je vais prendre cet exemple encore une fois qui est un peu caricatural, mais si, imaginez quelqu'un qui est né en Allemagne en 1930 et quelqu'un qui est né en France en 1930 avec le même thème astrologique, l'un sera impliqué du côté national-socialiste dans la Deuxième Guerre mondiale et l'autre sera impliqué dans la résistance contre le national-socialisme. Donc chacun va croire dur comme fer qu'il a raison, simplement parce que chacun va être habité par le conditionnement de son époque et de sa propre culture. On est conditionné par la langue. Si on parle italien, anglais, allemand, espagnol, hébreu ou arabe, on n'aura pas la même manière de voir le monde. Et on considérera que cette manière de voir le monde, elle est normale et naturelle pour chacun, etc. Donc vous voyez qu'on est bourré de conditionnements, sans parler des conditionnements transgénérationnels, etc. Et on se rend compte qu'on est libre au niveau socioculturel. Autrement dit, on dit, voilà, moi j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça, c'est mes valeurs, alors que ce n'est pas mes valeurs, c'est simplement des valeurs qu'on a reçues du monde extérieur. Et donc à ce moment-là, on est dans la position des scientifiques qui disent le monde est causal, le monde est scientifique, donc le monde est rationnel, mais je revendique la liberté individuelle. Vous voyez le problème, c'est-à-dire si le monde est rationnel, l'homme n'est pas libre, puisque la causalité est quelque chose qui est contre la liberté, puisque c'est du mécanique, la causalité. Donc vous voyez ce paradoxe du monde scientifique qui dit au fond, c'est un intéressant retournement d'ailleurs, parce qu'ils disent les astrologues pensent que le monde est déterministe, et ce qu'ils racontent sur le thème astrologique est perçu comme une fatalité. Nous, on affirme la liberté, alors que dans leur manière de lire le monde, il est complètement déterministe et fondé sur la fatalité, puisqu'il est fondé sur les lois physiques. Donc cette espèce d'absurdité, enfin en tout cas d'illogisme du rationaliste qui dit « le monde est rationnel, mais moi je suis libre de faire ce que je veux et de vivre complètement ma vie ». Et ceux qui au contraire explorent le monde du sens sont dans une logique de fatalité et de rationalité puisqu'ils affirment le destin. Donc il y a une espèce de
retournement absurde, car en réalité l'astrologie est un outil de libération et la science est un outil de description des mécanismes, d'une fatalité du monde. Il faut comprendre ça, sinon on est un peu en dehors du système. Donc au niveau socioculturel, je crois être libre, mais en réalité je suis bourré de conditionnements. Niveau individuel, alors je vais vous le dessiner comme ça. Ça, c'est le cercle de notre existence, depuis notre vie jusqu'à notre mort. Donc, niveau socioculturel, je passe d'une expérience à une autre. Je crois que c'est moi qui choisis d'aller d'une expérience à l'autre, mais en fait, je répète des schémas répétitifs dont je n'ai pas conscience. Et je reste en permanence à la périphérie de moi-même. Niveau individuel, je décide d'aller vers le centre de moi-même, vers le cœur de mon être, vers le soleil de mon existence. Et à ce moment-là, évidemment, on rentre dans tout le processus de déconditionnement, de travail sur le transgénérationnel, de décodage de nos mémoires, de prise de conscience à quel point on est englué dans les systèmes familiaux, dans la société dans laquelle on vit, etc. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez tout ça par cœur. Donc, niveau individuel, c'est je choisis, je sais que je ne suis pas libre, mais je choisis d'être libre. Et puis, une fois qu'on a trouvé son centre, c'est-à-dire sa raison d'être, son centre, c'est-à-dire son sens, sa raison d'être, qu'est-ce qui nous donne de la joie, car c'est ça qui est le signe réel qui dit je suis au niveau individuel, c'est-à-dire j'ai trouvé en moi la joie qui me permet d'aller vers le monde, d'aller dans le monde et de produire une œuvre. Une fois qu'on a trouvé son centre, on va être dans le rayonnement dans toutes les directions de l'espace. Une fois qu'on a trouvé son soleil intérieur, on va être dans la joie et dans le rayonnement. Donc là, on atteint le niveau transpersonnel. Alors au niveau transpersonnel, la caractéristique, c'est le sens de l'évidence. Il n'y a qu'une chose qui doit être faite. Je n'ai qu'une chose à faire, et c'est devenu pour moi une évidence. Je sais ce que c'est devenu pour moi une évidence. Donc à ce moment-là, on va plus poser la question de la liberté et du destin, puisque, comme le disaient les philosophes grecs, ma grande liberté, c'est de pouvoir accomplir mon destin. Donc je suis libre d'accomplir mon destin, et je l'accomplis avec joie. Et pour reprendre les termes de Nietzsche, de l'amor fati, je suis amoureux de mon destin. Et donc à ce moment-là, je ne me pose plus la question si je suis libre ou pas. Je fais que la chose qui doit être faite dans la grande évidence telle qu'elle se présente à moi, c'est-à-dire de rendre visible dans le monde la part d'invisible que l'univers a déposée en moi au moment de ma naissance. Donc vous voyez que la question de la liberté et du libre arbitre dépend de notre vision du monde et dépend de notre degré de sensibilité. Si on est sensible au monde extérieur, on va dire je suis libre, alors qu'en réalité, sensible, ça veut dire qu'on reçoit des trucs, qu'on intègre des trucs. Donc ça veut dire que je suis sensible au monde extérieur, ça veut dire que le monde extérieur existe encore. Je n'ai pas compris que le monde extérieur n'existe pas. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ça veut dire que le monde extérieur existe encore et que, au fond, c'est lui qui va me conditionner. Et voilà. Mais néanmoins, je dis que je suis libre sans vraiment comprendre la profondeur de ces mots-là. Au niveau individuel, on commence à comprendre que le monde extérieur n'existe pas. Pourquoi? Parce que, c'est un peu provocateur ce que je vous dis, mais je vais le formuler autrement. Le monde extérieur est le reflet de mes plus intimes pensées. En d'autres termes, le noyau de sens qui m'habite entre en résonance avec le sens qui entoure la planète en permanence, qui m'entoure en permanence, le champ morphogénétique que j'évoquais tout à l'heure, et donc va mettre en mouvement ce champ morphogénétique, produire des événements, et les événements vont m'arriver simplement parce que je les ai, parce qu'ils entrent en résonance avec qui je suis. Autrement dit, de ce point de vue,
l'événement n'est pas mon meilleur ennemi à combattre ou à accomplir, à réussir, c'est mon meilleur miroir. C'est mon meilleur miroir. Autrement dit, tout ce qui m'arrive est le reflet de qui je suis, au plus profond de nous-mêmes. Donc là, on rentre vraiment, bien sûr, dans le processus dans la version lumière du mythe de Narcisse, dans le processus de connaissance de soi et d'ouverture à soi. Et évidemment, le thème astrologique devient extrêmement utile, puisqu'il est le miroir de qui je suis au moment de ma naissance, puisque c'est l'événement astronomie, position des planètes autour de la Terre au moment de ma naissance, qui est le reflet de ma nature profonde. Donc le thème astrologique est un outil utile si on veut aller dans le chemin de la connaissance de soi, de la connaissance du soi, pour se dépouiller de ses conditionnements, de ses mémoires, etc., passer du niveau individuel au niveau, passer du niveau socioculturel au niveau individuel. C'est un reflet objectif de qui je suis subjectivement. Et puis, et à ce moment-là, donc la question de la liberté, c'est plus je prends conscience de mes conditionnements, plus je deviens libre. Donc c'est un combat à gagner pour utiliser les conditionnements comme des conditions de son propre déploiement intérieur. Et puis, évidemment, au niveau transpersonnel, on quitte tout ce monde astral-mental, c'est-à-dire tout ce monde des représentations, pour être en connexion avec la grâce, avec la présence du sacré, avec l'intuition pure, encore une fois, nommez-la comme vous voulez, qui nous permettent d'être vraiment dans un processus de pure création. Je pense à Léonard de Vinci, je pense à Descartes. C'est intéressant, Descartes, parce que Descartes, le fondateur du cartésianisme et de l'homme-machine, il dit lui-même qu'il a eu une révélation, c'est-à-dire il raconte un jour qu'il est à côté d'un poêle dans une chambre et qu'il a 27, 28 ans, qui a un âge important du point de vue astrologique, et il a une vraie illumination. Et il a conscience de tout le programme qu'il va accomplir pendant sa vie. Donc c'est assez amusant de voir que le chantre, enfin celui qu'on a considéré à tort comme le chantre du cartésianisme, c'est-à-dire du rationalisme, a fondé sa doctrine sur un éveil spirituel. Donc voilà ces différents niveaux de lecture du thème astrologique, hein, qui peut montrer nos conditionnements, qui peut montrer comment on se libère de nos conditionnements, et qui peut montrer comment, quel est l'angle par lequel la personne peut aborder la création au sens à la fois au sens d'une œuvre. L'œuvre, c'est ce qui va œuvrer à travers nous pour produire quelque chose qui est profondément signifiant pour le monde. Alors, je ne sais pas qui le lit. Donc voilà, pour replacer un petit peu l'astrologie dans un contexte par rapport à la question du sens, hein, puisque c'est important, puisque dès qu'on parle d'astrologie, on ne parle que de sens. Donc, de quel sens on parle et comment relier le système astrologique à ces trois sens du sens. Alors, je voudrais